Allô? Bonsoir, Jordan. Bonsoir. Qui est à l'appareil? Je préfère rester anonyme. Qu'est-ce que vous voulez? Dis-moi, quel est ton film d'horreur préféré? Ah, d'accord, je vois l'idée. Halloween, bien sûr. Bonne réponse! Tu n'as rien d'autre à faire que de perdre ton temps avec des inconnus. J'ai tout mon temps. Bon, alors si tu le dis, je vais te décrire mon plan préféré du film. Ça n'était pas exactement la raison de mon appel. Jouons à un jeu d'abord. Si, ça ne te prendra que quelques minutes, je t'assure. Vas-y, c'est rapide. Allez. Mais... Alors, terrifiant, non? Bon, j'avais pire que ça. Moi, ce gamin, Ce que je trouve fascinant dans ce plan, c'est qu'il concentre en moins d'une minute les enjeux et les procédés fondamentaux de toute une tradition du cinéma d'horreur. Ce travelling, c'est un peu le manifeste du slasher movie. Ah oui, ça je connais bien, c'est toujours le même schéma, une petite ville tranquille, une nuit tragique où tout va basculer, un tueur psychopathe qui revient sur les lieux de son premier crime, ça c'est moi, et des adolescents oisifs et inconscients. D'ailleurs ceux-là, je vous jure, quels décérébrés, je n'ai aucun scrupule à les massacrer. Ils sont stupides. Ils m'ouvrent la porte sans mettre la chaîne de sûreté, s'enferment à l'étage au lieu d'appeler à l'aide. Pas étonnant que ça finisse en bain de sang, moi des imbéciles pareils, je les fais gicler. Oui, enfin, si les déclinaisons gore pullulent aujourd'hui, les effusions de sang n'étaient pas comprises dans le dispositif d'origine. Pas faux. C'est vendredi 13 qui lance les festivités 2 ans plus tard, en 1980. Tu t'y connais? La prouesse d'Halloween, c'est justement de ne pas montrer l'horreur, mais de la suggérer, ce qui est encore pire. Avec ce film bricolé au budget dérisoire, Carpenter signe le plus gros succès du cinéma indépendant et marque des générations de cinéastes à venir. Il y réalise une synthèse théorique de tout ce qui a été fait avant lui en termes d'horreur, à commencer par Psychose. Son film deviendra un quasi-archétype. S'il n'a pas tout inventé, c'est le premier à poser l'architecture de base du film d'horreur tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ah oui, alors je suis bien d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que je liquide direct tous ceux qui ne répondent pas Halloween à ma question. Michael Myers, alias The Shape, c'est mon modèle, ma référence ultime. C'est lui qui a rendu populaire la figure du psycho killer sans visage. L'anonymat déshumanise et fait trembler. Moi j'ai adopté un masque blanc un peu plus expressif. Ça doit être mon côté jovial. Et puis ma robe noire, c'est un clin d'œil à la grande faucheuse, mais je me prends souvent les pieds dedans et faut bien avouer que la combi de Michael semble plus pratique. Bah tiens, d'ailleurs, cette combinaison, il la récupère sur le cadavre d'un pauvre mécano qui l'assassine en s'échappant. C'est un uniforme plus discret que la camisole de force. En revanche, il garde la voiture qu'il a volée à l'asile psychiatrique. C'est celle que tu vois dans ce plan, avec une grille pour séparer le conducteur de ses dangereux passagers. Michael observe à son insu le petit Tommy rentrer de l'école. Au début, on a l'impression d'être à sa place dans la voiture, de fixer la vitre à travers ses yeux. Mais le mouvement panoramique nous révèle la supercherie. Effectivement, j'ai cru quelques secondes d'être dans la peau de mon idole. Quelle déception. Ah ah! C'est ce qui s'appelle une mise en scène manipulatrice. Il faut dire qu'on a été mis en condition. Rappelle-toi la fameuse scène d'ouverture en caméra subjective où le jeune Michael assassine sa propre sœur. Ce plan séquence est fondamental. Il place d'emblée le film sous le signe d'une présence derrière la caméra. Ensuite, on a une flopée de travelling ambigus et tremblants qui frôlent les personnages et pivotent de gauche à droite comme pour les suivre des yeux. Ces mouvements de caméra ne sont pas humanisés, voire même assez mécaniques, mais on ne peut s'empêcher de percevoir une présence au-delà du cadre. C'est cette incertitude qui amène l'angoisse. Si je me souviens bien, Pascal Bonitzer disait « L'image cinématographique est hantée par ce qui ne s'y trouve pas ». Michael Myers est une présence fantomatique qui accapare l'écran par son absence. Il est une figure que l'on cherche à l'écran comme pour mieux se protéger contre son éventuelle intrusion dans le champ. Exactement. La peur dans Halloween fonctionne de manière très théorique sur cette notion d'ambiguïté du point de vue. Celui-ci n'est jamais neutre. On se demande en permanence qui est en train de regarder. L'atmosphère est tendue, paranoïaque, les personnages semblent harcelés, suivis par une caméra menaçante. Quant à la musique, elle est omniprésente et ne semble jamais leur offrir de répit. Elle colle aux protagonistes comme une malédiction. En plus, le thème d'Halloween est constitué de notes très répétitives, qui reviennent sur elles-mêmes et donnent l'impression d'un univers sonore fermé. Ici, c'est la même chose. On croit avoir affaire à un point de vue subjectif, puisque la caméra se trouve à hauteur humaine, dans la voiture que Michael vient de mettre en marche, mais il n'en est rien. Le tueur est au volant et nous, on est piégés du côté passager, à la place du fou. Cette fausse piste permet de garder le spectateur dans un état constant d'incertitude. Il ne doit pas s'habituer à la présence du tueur. Le plan est animé d'une double dynamique qui embrouille l'interprétation.
Le travelling de la voiture se superpose au mouvement panoramique de la caméra qui pivote sur son axe. Je remarque une série d'oppositions plastiques dans ce plan. Oui, et elles sont toutes signifiantes. Le contraste entre la pénombre de la voiture et la lumière de la rue, entre la grille épaisse du véhicule qui suggère une menace et celle de l'école très fine, presque effacée, on ne peut plus banale et inoffensive, entre le noir de l'habitacle où se terre l'incarnation du mal et les couleurs de l'extérieur, la verdure tranquille d'une banlieue résidentielle. Ouais, un peu manichéen tout ça. Pas loin. Carpenter croit en l'existence d'un mal abstrait et absolu, qui n'est pas le fait des humains. The Shape en est l'incarnation. Il n'évolue pas dans la même dimension que les autres personnages, les humains marchent sur le trottoir, lui, il reste sur la route. Dans ce plan, comme dans beaucoup d'autres du film, la vitre instaure une limite physique entre le mal et l'humanité. Je n'ai aucune idée de là où je me situe. J'aime à penser que j'ai un côté très humain dans toute ma cruauté. Ici, la voiture effectue un virage. Le lieu est perçu d'un tout nouvel angle et semble d'autant plus banal. C'est un espace que le spectateur peut appréhender dans toutes ses dimensions. Tandis que la grille du conducteur reste au même endroit et obstrue toute une partie du cadre, la grille de l'école s'arrête et le champ se dégage sur une large perspective. Le point de fuite est visible et l'horizon ouvert. De là, on se rend compte de toute l'importance de cet axe vertical qui sépare le cadre en deux parties égales. C'est presque un split screen. À gauche, l'oppression et le danger, à droite, l'ouverture, la tranquillité. Après le virage, le mouvement panoramique de la caméra suit celui du volant, et la partie gauche du cadre mange celle de droite, révélant lentement le dos de Michael Myers. Maintenant, la perspective est étouffée par la grille. Tu vois ici, une tige horizontale recouvre la ligne d'horizon. La partie inquiétante est devenue le cadre tout entier. Du coup, on respire moins bien, et l'angoisse monte en crescendo. Tu me suis ? Ouais, j'ai arrêté d'écouter. J'admirais la sérénité de cette main qui manœuvrait le volant. Il me vient une idée démoniaque. Est-ce que Tommy ne serait pas une sorte d'alter ego de The Shape? Il a 8 ans, l'âge de Michael lorsqu'il tue sa sœur, et les cheveux blonds, le même visage angélique. The Shape l'observe comme on contemplerait une image du passé, tu ne trouves pas? Peut-être. Tommy incarne en tout cas cette innocence perdue. Cette humanité qu'il a laissée derrière lui lorsque la caméra s'élève vers le ciel après ce terrible plan séquence. Enfin, ça reste au stade de l'interprétation. Eh bien, je n'en suis pas si sûr. T'as remarqué ce qui se passe avec la musique? Ah oui, elle est pour beaucoup dans l'atmosphère anxiogène. Carpenter admet volontiers avoir voulu sauver son film avec. Dans ce plan, le thème est accéléré par rapport à ses autres occurrences. La mesure en 4-5 reste la même, et inquiète par son léger déséquilibre. En revanche, le tempo est haletant, comme pour figurer les battements de cœur du spectateur, ou encore le tic-tac de la mort. Elle est surtout un indicateur fiable de la présence du tueur. Bon, le thème plus aigu signale d'habitude les entrées et sorties de Michael. Le thème grave au début du plan nous indique ainsi que ce n'est pas son point de vue. Jusque-là, tout va bien. Mais ici, la musique grimpe dans les aigus, ou monte d'un octave ou de 2 octaves. Enfin, en tout cas, elle grimpe dans les aigus après la seconde apparition de Tommy, et disparaît à l'instant où ce dernier quitte le champ. Pourtant, le tueur est encore dans la voiture. Oui bon, il y a un léger décalage, et alors ? Tommy et Michael se ressemblent physiquement et la musique les confond. Alors, ce n'est certainement pas une coïncidence, c'est un passage de flambeau si tu veux mon avis. Tommy incarne, un court instant, le tueur qui deviendra plus tard. Mais tu divagues complètement, quel esprit tordu! Tommy est au contraire désigné comme une cible. Ce plan, c'est une chasse à l'enfant qui se déroule en 3 temps. Regarde! Au départ, il échappe à la traque du tueur. Il apparaît juste devant la porte rouge dans laquelle se fond la couleur de son blouson. Il avance derrière une multitude de surcadrages qui sont autant de camouflages. Les contours de la vitre, la grille de l'école, l'arche de jeu métallique, l'allée couverte du bâtiment. Carpenter joue avec la profondeur de champ et construit une série de barrières qui séparent le monstre de sa proie. Le garçon est réduit à une minuscule petite figure en mouvement qui passe d'un carré étroit à un autre. Le champ de vision du spectateur ou de celui qu'on pense être le tueur est donc compartimenté en permanence. C'est un véritable cache-cache de lignes et d'épaisseur. Pas convaincant. Ensuite, on croit perdre la trace de Tommy. Juste ici. Il disparaît quelques secondes derrière le bâtiment. Mais la porte rouge est toujours là dans un coin de l'image. Elle prend en quelque sorte le relais du personnage, comme une tache de couleur qui rappellerait la présence du garçon, ou une persistance rétinienne du tueur obnubilé par sa proie. Il la fixe tellement, intensément, que le blouson rouge reste imprimé dans ses yeux. Mais encore? Tu vois, Tommy réapparaît à l'instant exact où la porte sort du cadre à droite. C'est curieux, il refait surface pile au milieu du cadre et du pare-brise de la voiture. Il est centré dans un carré de la grille, comme si le tueur venait de verrouiller sa cible à travers un viseur. Et finalement, il quitte le viseur lorsque la voiture le dépasse. La caméra pivote à nouveau sur elle-même pour suivre l'enfant à travers la vitre. Tommy n'est plus dans le champ de vision du tueur, simplement dans le nôtre. Il semble donc tiré d'affaire tant qu'il reste dans la partie droite du cadre, celle où il ne risque rien. Ce ne sera donc pas une victime de Michael. Mais pourquoi l'épargne-t-il? Parce que c'est un garçon? Parce qu'il n'a que 8 ans?
ou bien parce qu'un jour, il faudra bien qu'il prenne le relais de son maître, hein? Arrête avec ça, tu deviens lourd. À la fin, une seconde porte rouge apparaît. On a donc 3 taches rouges qui défilent en alternance devant les yeux du tueur et aiguillent ses pulsions meurtrières, comme un torero qui agiterait son foulard devant l'animal. 3 présages du sang qui doit couler. La respiration de Michael remplace progressivement la musique qui s'estompe à mesure que le danger s'éloigne. Elle est lente, calme et régulière. Superposée à ce travelling ambigu et tremblant, on a l'impression d'entendre notre propre souffle qui s'apaise. Pourtant il semble comme étouffé sous un masque. C'est donc bien celui du tueur. The Shape appuie sur l'accélérateur et sa respiration se fond avec le bruit de la route. Et toi, tu restes coincé avec lui dans l'habitacle. Je me demande comment tu vas sortir de ce mauvais pas. Mais bon, tu ne risques pas grand-chose après tout. Ce n'est qu'un plan.